Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h. 20h Greenwich Mean Time, la mise en place des conseils régionaux ne mettra pas un terme aux fonctions des gouverneurs des régions. Le conseil régional en zone francophone et le président du conseil exécutif régional dans les régions nord-ouest et sud-ouest, respectivement organes délibérants et exécutifs de la région, ne seront pas les maîtres absolus des régions. Le représentant de l'État assiste aux séances du conseil régional et il est entendu. Il peut, lorsqu'il est dans l'impossibilité d'assister aux travaux, demander le report de la session dans les conditions fixées par voie réglementaire. La loi demande aux représentants de l'État de tenir au moins 2 fois par an une conférence d'harmonisation des programmes d'investissement sur les programmes d'investissement de l'État et de la région. Une conférence à laquelle prennent part le président du conseil régional ainsi que les membres du bureau. Dans la partie anglophone, toutes les délibérations adoptées par l'Assemblée régionale font l'objet d'une transmission aux représentants de l'État. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition du vendredi qui sera présentée par Nadine Yambo. Tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Mise en place des conseils régionaux, Yaoundé va garder la main. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Christian Diok Congo. Bonsoir Christian. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs et je voudrais particulièrement saluer ici mes colistiers que j'ai laissés quelque part dans la brousse du côté de Yingui, n'est-ce pas, en train de convaincre les conseillers municipaux. Vous savez bel et bien que nous sommes en campagne en ce moment et en ce moment même le Nord Macombé lui est coupé d'une cam. On est obligé de passer par l'ouest pour ressortir par le littoral. Et on se demande bien s'ils viendront voter. C'est vraiment difficile de faire la campagne dans ces conditions. Donc, je voulais saluer ces gars qui se démerdent au quotidien et toute la jeunesse d'une CAM de Yabassi en particulier, qui n'étant pas candidat, c'est, n'est-ce pas, constitué en campagne, en équipe de campagne pour pouvoir nous aider à gagner cette campagne. Voilà, Christian Diok Congo, candidat PCR1 dans le CAM, c'est bien cela? Effectivement, Serge Alain, nous sommes une des voix d'une CAM sur ce panel. Ok. À côté de vous, Edmond Kioté. Bonsoir Edmond. Bonsoir Serge Alain et bonsoir à tous les copanélistes. Merci pour l'invitation. Voilà. Joseph René Mboutouzé, bonsoir. Une fois de plus. Oui, bonsoir Serge Alain. C'est toujours un plaisir de partager le plateau d'Equinox Soir. Voilà, merci. Merci donc d'être là. Oui, c'est moi qui vous remercie. On vous a compris. Ok. À côté de vous, Hilaire Zipan. Bonsoir Hilaire. Bonsoir Serge Alain. Vous êtes du mouvement progressiste, mais une activité, vous n'avez pas présenté de liste, mais vous êtes allé prêter main forte à l'UDC. C'est exact. C'est exact. D'abord, la première des choses, c'est que le mouvement progressiste n'a qu'un nombre très réduit de conseillers. Et dans le cadre de l'alliance qui nous lie avec l'UDC, nous avons trouvé judicieux d'aller dans le Noun, où l'UDC a des fortes chances de gagner ses conseils régionaux. Je rappelle en passant que l'UDC a... Vous dites que l'UDC a de fortes chances, pourquoi, entre guillemets, l'assister encore? Lui prêter main forte. D'abord pour assurer plus ou moins la dynamique de l'élection, parce qu'au-delà de cette élection, il va sans dire que la vie politique va continuer. Justement. La deuxième des choses que je voudrais rappeler d'abord aux téléspectateurs, c'est que l'UDC, au regard du nombre, à peu près 180 conseillers contre 75 pour le RDPC, c'est ça qui constitue le département du Nyon, cela lui laisse la latitude que vraisemblablement l'UDC gagnera les 17 conseillers régionaux du Nyon. Premier élément. Deuxième élément, dans tout l'ouest, l'UDC est la seule formation hors le RDPC qui est en capacité de pouvoir produire des conseillers régionaux. C'est d'autant plus que l'UMS, dirigé par l'honorable Pierre Pouimo, est handicapé par la capacité de pouvoir avoir un nombre de conseillers dissidents de l'adversaire qui voteront pour lui. Cela lui permettra donc d'avoir des conseillers régionaux. Cette logique de fonctionner n'est pas
la manière où le MP conduit les choses. Donc, par conséquent, nous sommes allés dans cette campagne non seulement pour signifier que quand un parti de l'opposition se trouve bien placé, il est de bonne politique que l'on ne mette pas une liste concurrentielle dans cette zone-là. Première leçon que le MP, en allant assister l'UDC, a voulu adresser aux uns aux autres. La deuxième, c'est que pour être conseiller municipal, vous faites une déclaration sur l'honneur qui fait partie des éléments de votre dossier. Vous produisez un document qui montre que vous appartenez à un parti politique. Et enfin, les partis politiques ont des disciplines. Il n'est pas bon, dans la sphère politique, que l'on compte sur les dissidences, l'indiscipline pour pouvoir faire la démocratie. Il faut que l'électeur qui s'exprime pour vous soit conséquent, et vous qui le représentez, vous êtes encore conséquent. Cela veut dire, en quelques mots, M. Serge Alain, qu'au-delà du RDPC, qui va probablement avoir l'ensemble du territoire national, il n'y a que l'UNDP dans la Damawa qui peut talonner ou qui peut aller chercher le conseil régional. En ce sens que, sur papier, l'UNDP a 43 conseillers régionaux, devrait avoir 43 conseillers régionaux, et donc elle peut aller chercher 3 à 4 dans la sphère de la chefferie traditionnelle pour contrôler naturellement l'Adamawa. Maintenant, je suis allé dans le Noun. Mardi, je suis arrivé et j'ai trouvé un incident terrible qui a pratiquement plombé toute l'activité dans la globalité qu'on voulait faire. Voilà. Qui a mis le feu à la porte de Fombane? Qui a mis le feu? D'abord, il faudra qu'on restitue très calmement ces situations-là pour que les téléspectateurs comprennent. Oui. D'abord, le Noun est une monarchie avant la naissance de l'État. Premier élément. Pour sécuriser cette monarchie à son époque, le monarque, le roi, le sultan, le fon ou le chef, comme on peut l'appeler, avait fait construire une porte d'entrée afin que tout le monde passe par là pour qu'il puisse vérifier avec exactitude qui entre dans son royaume et où il réside. Ce qui avait toute l'air d'avoir sa place. Par la suite, l'État est né. Et l'État règle ses activités par les lois de la République. Il va sans dire que en 1993, on a adopté à l'Assemblée nationale une loi pour déterminer à qui ou qui contrôle ou qui sécurise ou qui entretient le patrimoine culturel camerounais. Deux catégories. La catégorie qui appartient à l'État et la catégorie qui appartient au privé. J'ai préféré aller un peu plus loin comme ça pour que les téléspectateurs comprennent. Donc cette porte d'entrée, elle est à l'intérieur de la ville actuellement. Et il y avait donc certainement, d'après ce qui se dit, parce que la commission d'enquête a été mise en place, il se dit qu'il y avait un fou qui résidait là. Et pour se, parce que vous savez, dans le Noun, il fait froid, pour se réchauffer tous les soirs, mettez un peu du feu. Et ce feu a embrasé. Ça, c'est dans la nuit du 29 au 30, c'est-à-dire que du dimanche à lundi, pour parler de ce problème. Le 30, le premier magistrat de la ville, le maire Thomaïno Ndamdjoya, fait un communiqué à l'endroit d'abord de ses concitoyens et ensuite sollicite à travers ce communiqué qu'une commission d'enquête soit mise en place pour que ensemble on détermine les causes et que la ville prenne toutes les responsabilités qui est la sienne pour reconstruire. Le 30, exactement ce jour, le sultan, roi de Baboun, à travers son adjoint, décide d'envoyer des gens reconstruire, je dis bien le 30, un jour après, et madame le maire se questionne, dit, comment vous pouvez reconstruire sans que moi qui suis premier magistrat, d'abord je n'en sois pas informé, et ensuite, vous ne me donnez pas les dispositions légales pour vous permettre de vous construire. Donc, saisi naturellement par le biais de ce communiqué, le préfet. Et là, quelque chose de coïncident, c'est que le mardi, bien entendu, premier, elle a son conseil de budget. Donc, elle a adopté son budget.
Et donc, le préfet est dans la salle. Et elle pose donc ce problème au préfet en disant donc, il y a eu un incident, comme je l'ai dit tantôt. Il faut donc qu'on fasse une commission d'enquête, que l'on ne se précipite pas, et que naturellement, comme il me revient donc la responsabilité de le faire, que je prenne le temps nécessaire pour pouvoir reconstruire cette porte d'entrée. Okay. Mal en a pris, ça n'a pas été le cas. On a vu complètement la monarchie débarquer, se mettre à construire. Et ce qui est chose curieuse, c'est qu'au moment où Madame le maire demande l'arrêt des travaux pour que l'on clarifie qui a la responsabilité de construire, est-ce la ville ou est-ce certainement le sultanat? Mal en a pris, le préfet a disparu, le procureur était sur les lieux a balbutié. Bref, l'autorité concentrée de l'État, qui est donc la préfectorale, n'a pas joué son rôle. Pourtant, toutes les dispositions légales donnent la latitude, montrent à suffisante, indiquent que c'est bel et bien la ville de Foumban qui a en droit de reconstruire cet édifice et qui ne se trouve pas à l'intérieur du palais. Je voudrais que la clarification soit faite. Et cela est fait. J'indique à suffisance que la première magistrat fera donc une conférence de presse samedi pour indiquer toutes les contours de cette opération. Et il faudra donc que la loi soit avec elle. Et pour l'heure, nous pensons que c'est le cas. Voilà. Quelqu'un a un avis contraire sur cette question? Madame le maire qui demande d'arrêter les travaux. Joseph René Mboutouzé. Oui. Vous avez regardé cette vidéo? Oui, j'ai écouté attentivement ce qui est dit. Qui doit reconstruire la porte d'entrée de Foumban? Bon, oui, Serge. Le sultanat ou bien la mairie? Oui, Serge. Tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'a échappé. Je voudrais me rattraper. Oui, allez-y. Je voudrais adresser un joyeux anniversaire à Mme Chantal Biya, l'épouse du président de la République. Ah, elle a 50 ans aujourd'hui. Qui a eu 50 ans aujourd'hui. Elle vous regarde là? Madame Chantal Biya, si vous me regardez, joyeux anniversaire pour vos 50 ans. Bon, voilà, maintenant... c'est la première dame quand même. Oui, la première dame. Bon, voilà, qui doit construire, qui ne doit pas construire. Au regard de ce que, quand vous suivez le récit de... Vraiment, vous savez, il y a des choses, des sujets sur lesquels on n'a pas besoin d'aller forcément vers le juridisme. Ok. Franchement. Oui. Bon, parce que construire, qui ne construit pas, qu'est-ce qui importe aux populations de Foumban? C'est que cette porte soit construite. Bon, voilà, pendant que le maire attend éventuellement qu'elle dispose d'un budget, parce que vous savez aussi, on ne se lève pas à la mairie, on va faire un investissement qui n'a pas été programmé. Oui. Parce que les budgets sont fixés à l'avance. Bon, maintenant, le temps qu'un budget soit établi, mais si la principauté, et je crois qu'à la base, ce bien qui est devenu public par la force des choses, au départ, par la force de la République, appartenait à la principauté. Et on ne peut pas ne pas faire référence à certains types de diversité lorsque nous voulons construire le Cameroun. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que dans la vision du président Paul Biya, le président voudrait un pays, un Cameroun uni dans sa diversité. Donc nous devons faire des paramétrages dans toutes ces choses-là. Vous savez, tout le monde ici peut décider de construire un bien et de le reprocéder à l'État. Alors, le roi des Bamoun aurait pu finir de refaire cette porte et reprocéder à la mairie de Foumban. Moi, je pense qu'au Cameroun, on veut aller vers des luttes politiciennes, même sur des choses... Vous voyez de la politique dans ce qui se passe là? Bien sûr. RDPC contre UDC? Non, absolument. C'est ce qui transparaît? Vous savez, nous sommes en pleine période électorale où ce parti est candidat à cette élection dans cette ville où ils sont... Mais vous avez suivi le nombre de conseillers que dispose l'UDC? Oui, mais... Vous avez suivi? Bien sûr. Oui. Mais vous voyez que c'était un mouvement de visibilité, la preuve. La toile en a parlé, tout le monde en parle. À la télévision, on en parle aujourd'hui. Oui. Ça a quand même permis à donner de la visibilité à cette dame. Et je pense que toute cette agitation qu'elle a eue là, parce que c'est une dame que je connais très très bien, c'est un monsieur et c'est qu'elle se connaît parfaitement. Toute cette agitation-là ne tourne qu'autour des prébendes qu'on peut
politiquement gagner tout autour de cette affaire-là. Ok, d'abord, Christian Djokongo, vous voulez réagir? Oui, effectivement, je voulais déjà commencer par la chute. Vous voyez également une lutte politicienne à travers ce qui s'est passé à Foumban? Je vais avoir deux grilles d'analyse. La Oui. première grille d'analyse, effectivement, c'est celle que vous convoquez. Elle trouve toute sa pertinence d'ailleurs. Madame le maire, c'est l'élite politique, c'est elle qui, n'est-ce pas, gère la cité. Et effectivement, tout ce qu'elle fait relève de sa compétence. Et elle doit gagner les lauriers politiques. Ça relève effectivement de l'activité politique. Mais moi, je voulais aller au-delà, Serge Alain, pour questionner un peu cet imbroglio qui existe. Prenez les événements de 2006, le cas de Ndjinka, entre les deux chiffreries. Prenez les événements de 2008, toujours à Foumban, de 2013, donc ça dit c'est coutumier. Ouais. Mais cela questionne quelque chose. C'est un problème qu'on soulève généralement ici, c'est celui de l'existence ou la coexistence de deux ordres au sein de l'État. On a l'ordre traditionnel et l'ordre dit républicain, c'est-à-dire on a la monarchie et la République. Voilà deux ordres qui en fait s'entrevauchent au sein de l'État. C'est pour ça que parfois quand on convoque la question de la forme de l'État au Cameroun, on croit que c'est un problème de surface, pourtant c'est un problème profond. Nous, si vous vous souvenez, nous quand on proposait, n'est-ce pas, le fédéralisme communautaire comme la forme adéquate, c'était un État qui nous ressemble, un État qui tient en compte nos réalités locales et sociologiques et même anthropologiques, parce que là nous sommes au cœur de deux ordres qui s'interrogent, c'est-à-dire une dimension purement anthropologique, culturelle et sociologique, et Madame le maire qui vous dit je représente l'État, et nous sommes dans un environnement où la femme ne doit, entre guillemets, visiblement pas parler fort devant le roi, et ça pose un problème fondamental. Donc il faut questionner effectivement la modalité gouvernante actuelle, parce que c'est ça la problématique fondamentale. C'est au-delà de, et même cette crise trouve ses réminiscences entre deux frères, entre les deux anciens ministres, un décédé aujourd'hui, l'autre étant insultant encore. Effectivement, il faut tuer la querelle politique et avoir un État fort, c'est-à-dire un État qui transcende en fait les deux réalités que j'ai convoquées ici, entre, n'est-ce pas, l'ordre dit monarchique et l'ordre républicain. Et comme nous sommes dans un environnement dit républicain, automatiquement la République doit primer. Donc, en l'espèce, c'est Madame le maire. Et cela relève des compétences transférées. Elle a dit tout à l'heure, il y a un certain nombre de compétences transférées, dont les compétences culturelles ici, touristiques et autres, dépendent effectivement et exclusivement de la mairie de Foumban. Donc, en l'espèce, il faut qu'on dissocie le chef qui incarne la tradition et Madame le maire qui incarne ici le pouvoir. C'est-à-dire, et en l'espèce, il me semble pour chuter, pour dire cela relève de la compétence exclusive de Madame le maire. Que le ministre ou l'ami personnel du président de la République, qui est Sa Majesté, le sultan Bobondjoa, doit descendre de sa casquette et comprendre effectivement que nous sommes dans un environnement qu'ils ont bâti eux-mêmes, qu'ils ont contribué à bâtir un État où il y a coexistence des deux ordres. À Auré Bouba, c'est la même chose, où le maire ne peut pas parler devant le sultan, le lamido. C'est le cas à Foumban. Donc, est-ce qu'on a donc des individus qui sont au-dessus de la loi, au-dessus de la République? Il faut mettre définitivement terme à ça. Justement, Edmond Kouyaté, dans ce qui s'est passé à Foumban, vous voyez quoi? Une lutte politicienne ou bien respect l'État face à la tradition? Non, je crois que qui devrait primer? Non, je crois que justement, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, je vais dire, la lecture de Joseph Mboutouzé. Je crois qu'il a fait une lecture à travers un prisme strictement et substantiellement politique. C'est-à-dire qu'on pouvait rétrocéder à la construction, à la mairie de Ce que je vais dire, c'est qu'au-delà de tout, il s'agit quand même d'une juxtaposition justement de deux ordres, l'ordre républicain et l'ordre monarchique, et en tout état de cause, la primauté devrait être l'ordre républicain. On piétine les lois de la République au nom de certaines considérations, fût-elles politiciennes, ça peut nous poser problème, ça va nous rattraper. Je pense que même s'il a posé un autre problème qui est celui d'ordre budgétaire, à savoir que la monarchie avait peut-être le budget de répondre, mais si c'était le cas, cela devrait se faire de manière concertée et en tout respect, n'est-ce pas, de la loi. C'est-à-dire qu'il aurait pu, n'est-ce pas, saisir le maire et lui dire, bon, n'est-ce pas, dans l'immédiat, dans l'urgence, pour permettre
au sultanat ou à la ville de garder encore sa éclat, beauté, ouais. son éclat, voilà ce que je peux faire dans l'urgence, quitte à ce que plus tard, on rétablisse les choses, c'est-à-dire que je vous sollicite peut-être pour s'il y a un ordre, s'il y a une autorisation à donner, je vous sollicite pour l'autorisation, je vous sollicite, mais pour ce qui est du côté budget, je m'en occupe, quitte à ce qu'on régularise après lorsque vous serez rentré dans votre budget ou tout cela. Je pense que c'est très important et ça appelle à autre chose. On a souvent décrié cela. Est-ce que les dépositaires de l'ordre traditionnel devraient, n'est-ce pas, se prévaloir d'un titre politique, ouais. Ça pose problème à ce niveau. Donc Parce le que débat refait surface. le là. débat refait surface. Ouais. Parce que si le sultan ne se réclamait pas... Dites-moi, Edmond Kurti. Oui. Le maire UDC de Foumban Oui. voit en face d'elle un sultan militant du RDPC. C'est ça le problème? Je crois qu'il y a deux choses. Le maire voit d'abord en face d'elle un militant, une élite politique d'un parti, n'est-ce pas, d'un parti, je vais dire opposé. Vous avez suivi le cas, hein? C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Je pense qu'elle prend juste le train, n'est-ce pas, qui avait pour locomotive son mari, son feu mari, paix à son âme. Je crois que c'est une bataille qui a toujours eu lieu. C'est ces deux cousins d'abord, mais qui ne se sont jamais entendus sur le plan politique et même sur le plan traditionnel. Oui. Parce que je crois que jusqu'à ce qu'il décède, le feu Ndamdjoya n'avait jamais accepté de faire des salamalek à son sultan. Il n'avait jamais voulu le considérer. D'ailleurs, c'est pour ça que lui, il est sorti. Je crois qu'il n'est même plus jamais rentré, n'est-ce pas, au sultanat. Il n'est plus jamais rentré. Tout ce qui concernait le sultanat, je crois qu'il n'y prenait pas part. Parce qu'il y avait cette rivalité, il y avait ces oppositions. Donc, il y a à la fois des questions d'ordre traditionnel, des questions d'ordre d'autorité traditionnelle et des questions d'ordre de rivalité politique. Et c'est en ce sens que nous continuons de questionner. Ce n'est pas seulement en Foumban. Je vous avoue que même chez moi, à Bandoune, ce problème se pose parce qu'une fois qu'un dépositaire de l'autorité traditionnelle, qui est censé être quand même le fédérateur, c'est-à-dire au-dessus de tout, c'est-à-dire, et même d'être l'arbitre lorsque les rivalités politiques et idéologiques entre les enfants prennent d'autres ampleurs. Il est supposé être celui qui les appelle pour leur dire « Faites taire vos égos, venez vous asseoir et dites-moi ce qui ne va pas, restez dans le champ politique sans déborder. » Vous voyez que c'est celui qui devrait jouer ce rôle d'arbitre. C'est-à-dire que lorsque pour des raisons ou pour une autre, les enfants, n'est-ce pas, du village n'arrivent plus à s'entendre, peut-être pour des raisons idéologiques, pour d'autres raisons, c'est le chef qui les appelle. Et c'est lui qui joue un peu le rôle d'arbitrage et c'est lui qui a généralement le dernier mot. Mais lorsque le chef lui-même, ou alors le sultan lui-même, est déjà partie prenante quelque part, lorsqu'il a déjà lui-même une casquette, lorsqu'il a déjà lui-même une chapelle, ça pose problème, il ne peut plus jouer ce rôle. Et dorénavant, on ne voit plus en lui, n'est-ce pas, cette incarnation d'autorité traditionnelle, on ne voit plus en lui cette couverture, ce parapluie qui devrait couvrir tout le monde. On voit en lui désormais un rival politique. Et ça enlève sa casquette, ça enlève une certaine autorité qu'il devrait avoir et ça nous entraîne un peu dans des... Je ne veux pas ouvrir d'autres débats. J'ai l'intime conviction que c'est pas le thème principal de ce soir, mais je veux dire, si on veut, n'est-ce pas, pousser un peu plus dans le débat, je veux dire, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait redire, mais en tout état de cause, pour rester uniquement sur le sujet, je pense qu'il y a une question de juxtaposition de deux autorités, et ma foi, celle qui devrait prévaloir, celle qui devrait être au-dessus, c'est l'autorité républicaine. Pourquoi? Parce qu'elle s'impose à tous au-delà de nos considérations traditionnelles et autres. Voyez-vous, si moi je vais à Foumban, je ne vais pas me mettre sous une loi monarchique, même si je dois demeurer à Foumban pour une raison ou pour une autre. Si moi j'ai une construction à faire aujourd'hui en Foumban, je devrais me mettre du côté de la loi. Je ne devrais pas me mettre du côté de la monarchie. Qu'est-ce qui se passe si jamais on laisse passer cette chose? Le sultan peut demain décider
n'est-ce pas, de faire un autre édifice et même de déplacer son sultanat. Est-ce qu'il devrait demander l'autorisation, n'est-ce pas, de la mairie? Est-ce qu'il devrait se soumettre, n'est-ce pas, au diktat de la loi? Non, il ne va pas le faire si on a laissé passer déjà celle-ci. Oui, rapidement. Non, rapidement, non. Deux, trois prises au point. Je pense que c'est un débat qui va avoir. On aura l'occasion de débattre. D'abord, la première, l'autorité traditionnelle n'est pas remise en cause. Elle a été rétablie et organisée par une loi. Et quelle qu'il y a la loi, il n'y a plus de débat. Premier élément. Deuxièmement, ce garant de l'autorité traditionnelle est sénateur de la République. À partir de là, il y a un glissement vers la loi de la République. À quel titre il peut bénéficier de l'immunité? C'est parce qu'il est sénateur. Troisièmement, lorsqu'il y a les meetings du RDPC, il s'abroge la tenue du RDPC. À ce moment-là, il est partisan. C'est le patron de ce parti pour la région de l'Ouest. À ce moment-là, il est partisan. Dernier élément, pour parler du budget, je rappelle que dans le budget de mardi, je l'ai bien dit, parce que je n'avais pas suivi, une fois qu'elle a eu l'incident, elle a budgétisé. Donc ça veut dire que c'était probable. Et enfin, pour terminer... Ça va vite comme ça? Oui, ça va, elle rapidement, elle a budgétisé parce que ça fait partie, c'est une ville touristique. C'est elle qui budgétise. Troisième et dernier élément que je voulais dire, parce que ce n'est pas l'objet de bien entendu, oui. Je rappelle que ce n'est pas la seule porte d'entrée qui est tombée à l'ouest. QAT le sait, la porte d'entrée de la ville de Baham est tombée. Ouais. C'est bien entendu la mairie qui est en charge de la reconstruire. C'est vrai. Le débat est clos dessus. J'ai donné les éléments référentiels. Ok, merci. Oui, 2 secondes. Rapidement, 2 secondes aussi rapidement. Serge Serge Alain, je voudrais là Oui. vraiment occuper pleinement ma casquette de manager public. Oui. Oui, pour dire que quand un édifice de ce niveau-là arrive à une déchéance, l'objectif, c'est de le reconstruire. Dans ce cadre-là, le chef de Bamoun et le maire poursuivent le même objectif, qui est embellir la ville de Foumban et donner un mieux-être aux populations de Foumban. Donc, sur le plan méthodologique et philosophique... Non, monsieur Zé, vous Il n'ouvrez en pas... demeure pas. Monsieur Zé, je vous permets, n'ouvrez pas cette brèche. Parce que là, quand j'ai d'autres arguments encore que je vais verser au débat. Oui, alors... j'ai d'autres arguments que je vais verser au débat. Je serai obligé de réagir après vous. Je dis que l'objectif, c'est de reconstruire. Exact. Donc, mais maintenant, qui du maire ou du roi des Bamoun avait la plus grande flexibilité pour pouvoir le faire le plus rapidement? Parce que qu'elle soit reconstruite par la mairie ou bien reconstruite par la royauté de Bandung, l'objectif, c'est que cela soit reconstruit pour redonner l'allure que Foumban avait. Et vraiment, je pense que en dehors des problèmes, soit des luttes politiciennes ou bien des combats familiaux, parce que il me semble que... En fait, ça ne limite pas seulement il me la semble que... Il me semble que l'ex-époux de la dame et le sultan sont d'ailleurs de la même famille. Donc moi je pense qu'il faut aller questionner ça, soit dans des conflits familiaux, soit dans des conflits politiques. Non. Mais l'habitant de Foumban, lui n'a rien à foutre avec ça. Il sait qu'il y a quelque chose de fondamental dans leur culture, dans leur aire culturelle qui a été détruit. Il fallait le refaire. Non, je voudrais quel est l'ordre qui doit prévoir s'il te plaît, entre les deux autres? Je vous ai dit que je ne suis pas dans le juridisme. Moi, je suis pratique. Je suis un manager. Monsieur Zé. Oui, mais le manager tient compte de quoi? Des lois de la République. Qu'est-ce qui encadre la République? Est-ce que c'est illégal que le roi puisse le faire? Vous croyez que dans mon village, si même la toiture de l'école de mon village saute là pendant que je suis au village et que j'ai je suis en train de vous dire que si la toiture de l'école de mon village saute au cours d'un orage et que je suis là à ce moment, j'ai une réserve de tôle chez moi, je ne vais pas laisser les enfants repartir à l'école au lendemain, n'est-ce pas, sous la menace de la pluie. Parce qu'il faut convoquer pas le même ordre. X ou ordre. J'arrangerai et je vais procéder ces travaux à l'état du Cameroun. Permettez, là-dessus, je vous arrête. Et même sur le plan managérial, ça n'entre pas. Je dois vous dire une chose. Oui. Est-ce que vous savez que
la gestion du patrimoine de l'État obéit à une certaine réglementation. Exact. Est-ce que vous savez que, par exemple, même pour les routes, le patrimoine routier, par exemple, si une route traverse même votre concession et qu'elle se dégrade, vous n'avez même pas le droit. Monsieur, si vous voulez qu'on débatte, on peut débattre. Je n'ai pas l'habitude. Vous êtes dans le juridisme. Je n'ai pas l'habitude. Joseph René Mboutouzé, permettez. Edmond, allez-y. Je n'ai pas pour habitude de pinailler sur des questions qui n'en valent pas la peine. Mais je dis, même dans le plan managérial, ça ne tombe pas là-dedans. Parce que vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, faire du management en dehors, n'est-ce pas, des lois de la République. Je vous dis bien que la gestion du patrimoine de l'État est soumise à une certaine réglementation. Et je vous prends un cas pratique. Essayez de voir un jour, c'est-à-dire que si une route traverse votre concession, ou alors si ça vous gêne quelque peu, qu'elle soit dégradée, allez seulement verser un camion de sable. Le lendemain, vous saurez qui a... Merci. C'est bon, je vous en prie. Non, c'est bon. Je ne parle plus de ce sujet. Oui, on revient donc. La mise en place des conseils de région, Joseph René Mboutouzé. Je ne parle plus de la mairie de Fouman. Laissez-moi préciser. Vous voulez parler de chez vous? Le management, simplement. Oui, rapidement. Je ne parle plus de la mairie de Fouman. Je voudrais dire à M. Kouyaté que la différence entre un administrateur et un manager, c'est que l'administrateur encadre toujours son action avec les lois et règlements de la République. Un manager prend des décisions, prend des risques, va au-delà de l'encadrement juridique. Voilà la différence entre un manager. Parce que si vous croyez qu'un manager va seulement prendre des décisions parce que c'est encadré par la loi, il ne peut pas avoir d'innovation. Il ne peut pas avoir de proactivité. Merci, il ne peut pas créer de la valeur. Merci, il a dit pas. Non. On va revenir, c'est promis, on va revenir. Merci. C'est pas Fouman. Christian Diok, justement, bientôt la mise en place des conseils régionaux. Pourquoi on a l'impression que Yaoundé va toujours contrôler les affaires? Effectivement, ces gens-là, vous l'avez dit, on a l'impression, parce que cela va en droite ligne avec la question qu'on soulevait tout à l'heure, de la coexistence de deux ordres au sein de l'État, parce que nous sommes là dans une approche de décentralisation et construction étatique, voyez-vous, qui convoque la démocratie locale, qui convoque la gouvernance locale. Comment celle-ci va effectivement s'opérationnaliser? Il faut le dire que la loi sur les CTD a essayé tout au moins d'aménuiser le pouvoir de Yaoundé, que comparativement, n'est-ce pas, lors de 2004, 2000 c'était autre. Aujourd'hui, on a comme une avancée quand même. Mais la question, moi, se pose davantage sur les acteurs, ceux qui sont chargés d'animer naturellement ces compétences transférées. Parce qu'on a comme l'impression que même le peu de pouvoir qu'on a généralement donné à certains exécutifs, ils n'ont pas pris en compte, n'est-ce pas, la capacité du pouvoir qu'ils avaient. Je vais prendre quelques cas. Vous avez vu le cas du maire de Njombe Penja pour les Rikingais, ou alors le maire PCN des Eka, Sylvain Chok, qui, du moins, vous disent que voici ce que la loi a dit, appliquons tout au moins la loi. Je vais, pour reprendre la loi, effectivement, on va dire un certain nombre d'avancées, parce que on a constaté tout au moins que le contrôle est devenu le contrôle de l'égalité, et que ce contrôle de l'égalité s'opère seulement sur 8 matières. Et on a transféré un certain nombre de compétences où ce n'est plus le cas, dont l'État va rester toujours dans la logique uniquement de contrôle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Il se limite uniquement au contrôle de l'égalité, c'est-à-dire la conformité des actes par rapport aux lois et aux tests en vigueur. Donc c'est à ce niveau que cela va s'opérer. Mais davantage, ce que l'on constate, c'est que ici la territoriale sort un peu. Sinon, elle sort. Je veux dire, elle sort d'ailleurs beaucoup de la question. Parce que quand on parle du contrôle de l'État, on a davantage le ministère de la décentralisation, celui qui est mis en exergue ici. Ce n'est plus la préfectorale comme c'était le cas. On n'avait qu'à voir à partir des articles 76, 77 et 78 qui, n'est-ce pas, encadrent ici, comment dirais-je, la place du représentant de l'État. Si vous revenez aux articles 325 et 326 et suivant que vous avez vu, vous allez voir que au niveau de la région, effectivement, ils ont juste un rôle de contrôle et un rôle d'accompagnement, c'est-à-dire accompagnement en termes de conseils. Et ces conseils dont les exécutifs locaux ne sont pas obligés de les mettre en pratique et qui contrôlent, c'est effectivement à travers les représentants du ministère de la décentralisation, qu'on ne voit pas encore.
On espère bel et bien que cette expertise qui est longtemps prônée va être mise au service de la chose. Mais pour chuter dans cette première prise de parole, pour dire Serge Alain, moi je préfère orienter mon développement sur la capacité ou la qualité des hommes qui vont effectivement animer ce genre de choses. Je voudrais prendre une figure de style pour voir un peu. Il y a une institution ici au Cameroun qu'on appelle la FECAFOOT. Voyez-vous, vous voyez comment ils font un peu du pouvoir qu'ils ont. C'est-à-dire ils s'en tiennent. La FIFA, ils vous disent que voici les compétences, voici ce qui relève de la FECAFOOT. L'État ne doit pas effectivement s'y mixer. Ils remettent effectivement en question. On a vu aussi le cas, que ce soit avec Madame le maire de Douala, deuxième, il me semble, Denise Fampou, du temps de Tonin, qui à un moment donné, par rapport au marché central, disait voici les compétences qui m'ont été transférées, on va effectivement les mettre en place. Donc on attend qu'on ait des hommes capables, qu'on ait des hommes forts, qu'on ait des nouveaux visionnaires, c'est-à-dire une nouvelle vision qui soit à même de transcender un peu les 38 ans de malgouvernance, de mauvais management qu'on a eu jusqu'ici. Parce que pourquoi on a l'impression que l'État va toujours demeurer, c'est parce qu'effectivement, quand vous voyez un peu ceux qui sont candidats au RDPC, c'est quasiment ces mêmes vieillots. Si vous voyez, on vous présente déjà Timi Vouna, par exemple, comme le futur président de région. Ici à Douala, on imagine un autre retraité. Reprenons le cas d'une CAM. Vous avez des candidats du RDPC qu'on a en face, des gens qui ont fait 25 ans de retraite. Voyez-vous, c'est au soir de leur vie qu'on vient remettre ces gens en selle. Effectivement, on n'a qu'à questionner, on se demande s'ils vont bien sortir, s'ils vont nous proposer quelque chose de nouveau, il me semble que non. Donc voilà un peu où la problématique de fond, moi, se situe, parce que la loi a quand même transféré un certain nombre de compétences. Il faut donc à charge des acteurs qui vont les animer à être à même de pouvoir porter le débat de fond et dire on va avancer. Ok, il est pas pour vous. Yaoundé va garder la main. D'abord, les régions vont créer plus de problèmes qu'elles ne vont résoudre. Oui. La manière où nous sortis du grand dialogue, on a soulevé cette problématique, m'a laissé sur ma faim. Les gens l'ont ressenti au grand dialogue. Et le débat qui s'est situé, c'est pourquoi ne pas copier ce qui fait une bonne avancée, comme les dispositions de la zone anglophone, pour l'adopter de ce côté. Deux raisons. D'abord, sur la forme. Je prends un cas d'école pour que les gens comprennent très bien la problématique qui va se poser. Dans cette zone-là, il y a une chambre des chefs, il y a une chambre des élus. Ce qui distingue clairement le pouvoir de la chefferie, qui est consulté dans les effets de la décision des pouvoirs républicains. Il est une minute. L'article 333 dit que la House of Chiefs, est présidée par le vice-président du conseil exécutif régional, assisté d'un secrétaire. Moi, ce qui m'intéresse, on dit bien la House of Chiefs. Oui. Est-ce que, supposons que ce vice-président ne soit pas un chef? Non. Il est présidé par l'un de ses pairs. Comment ça? C'est-à-dire que la chambre des chefs, la House of Chiefs a un vice-président dont il choisit à l'intérieur des chefferies et qui est vice-président. Mais la loi ne le dit pas clairement. Non, c'est comme ça l'esprit. C'est peut-être et c'est pour ça que je voulais soulever les dispositions. Voilà. En disant par exemple, je prends le cas du Vouri. Tous les chefs candidats sont les chefs de premier degré. Premier degré. Vous allez dans une cérémonie traditionnelle, dans le Vouri, en principe, lorsque le chef rentre, il n'y a plus personne. Quand ils vont être au conseil, et qu'ils vont être dans un mélange avec ceux qui sont des conseillers élus, et que ce conseil est présidé par un de leurs sujets, qu'est-ce qui se passe? Ils se mettent debout lorsque le président rentre? Ils votent? Non, ils vont passer le vote. Ils vont passer ils sont des conseillers régionaux, au même titre que vous. C'est pas le chef là-bas. Donc il fallait distinguer la chefferie de l'autre côté. C'est ce qu'on dit que ça va créer plus de problèmes que ça va résoudre. C'est ça la difficulté. Et donc par conséquent, je dis, on aurait dû jeter au grand dialogue. Je rappelle que c'était dans cette commission que j'ai bien travaillé. J'ai dit qu'on emprunte ce qui se passe dans la zone anglophone. Au lieu, comment on évitait en fait le mot fédéralisme. Parce que ce qu'on évitait le plus, c'était le mot fédéralisme. Bon, comment on évitait ça? On s'est retrouvé dans une situation encore maintenant doublement compliquée. Et ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est... Pour comprendre clairement, pour vous, vous auriez souhaité qu'on
copier ce qui va se passer en zone. Exact. La permettra à la chefferie, ça permettrait dans l'autorité traditionnelle d'être consulté, bien entendu, et de garder ses prérogatives traditionnelles. Naturellement. L'article 332, l'Assemblée régionale, nous sommes dans le statut particulier composé de 90 conseillers régionaux, un mandat de 5 ans. Elle comprend 2 chambres. Voilà. La House of Divisional Representative à part et la House of Chiefs à part. Pas de mélange comme il n'y a pas de mélange dans les 8 régions. Voilà. Alors donc chez nous, une fois qu'on a mélangé, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, je prends le cas du Vouri. Les 5 chefs en liste sont des chefs du premier degré. Et tous les quartiers de Douala font référence à cette chefferie. Moi, je suis un gars de Grand Moulin, je rapporte à Bonateki, qui rapporte au chef d'Aïdo. Quand le chef d'Aïdo fait des descentes au Grand Moulin, qui est mon quartier, nous sommes tenus d'aller le respecter, traditionnellement. Alors, à supposer que ce soit un sujet qui soit complètement maintenant le président de la région. Qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'on vient, il participe au vote? Il indique le sens où il vote? À gauche ou à droite? Non. Ça va créer plus de problèmes que ça va résoudre. Le problème qu'il pose, il est tellement important qu'on a commencé à voir ça déjà avec les sénateurs, par exemple. Oui. Vous savez, le chef Banjoun est sénateur. Et vous savez que dans l'ordre traditionnel, Banjoun, le chef, il est l'autorité suprême un peu. C'est-à-dire qu'en dehors de l'autorité républicaine, le chef est un peu l'autorité suprême. Et donc, il y a même certaines dispositions qui devraient se prendre lorsque le chef est dans une salle. Naturellement. Personne ne devrait se mettre devant le chef, par exemple. Mais vous avez vu des photos se balader sur les réseaux sociaux où le chef était, n'est-ce pas, relégué au 3e rang parce qu'il était là en tant que sénateur. Et devant lui, il y avait des personnes, des dames, et même y compris des dames qui étaient devant lui. Ça a choqué du monde. Et le problème, justement, qu'il pose va s'accentuer avec, n'est-ce pas, les conseillers régionaux. Pourquoi? Parce que l'autorité traditionnelle va perdre de sa substance, va perdre un peu, n'est-ce pas, de son poids, n'est-ce pas, au bénéfice de l'autorité, n'est-ce pas, républicaine. Parce que, imaginez-vous, vous êtes chef de premier degré. Normalement, lorsque vous êtes quelque part, vous êtes supposé avoir une certaine... Mais lorsque vous avez un sujet qui est président du conseil, n'est-ce pas, ça se passe comment? Le chef prend quelle disposition en ce moment? Et donc, je pense que cette affaire-là, il fallait très bien réfléchir. Il fallait vraiment réfléchir pour éviter, n'est-ce pas, cet enchevêtrement. On va aller au journal 30 secondes sur cette affaire. Oui, moi je ne vois même pas sur le plan fonctionnel en quoi ça dérange. Si sur le plan structurel, on peut faire étalage de toute cette intelligence que je suis sur le plateau, sur le plan strictement fonctionnel, rien ne dérange. Et je vous dis encore que ce soir, je parle comme manager. Parce que sur le plan fonctionnel, c'est le RDPC qui gère l'administration, qui gère le gouvernement. Et jusqu'à preuve de concret, c'est le RDPC qui aura la plupart des régions. Alors, je voudrais vous rassurer que la politique du RDPC, qui est définie par le président de la République, sera la même politique qui va se poursuivre au sein de ces régions qui seront principalement gagnées par le RDPC. Donc, tous ces débats-là auront lieu quand d'autres partis pourront venir évincer le RDPC sur le terrain politique. C'est un peu réducteur. Moi je vous ai dit que ce soir je suis pratique. Ce soir je suis pratique. Je n'avais pas compris. Voilà. C'est président des régions. C'est président des régions. C'est-à-dire de notre culture. C'est ça qu'il est question. Il n'a pas appris le cas du Vouri. Monsieur Ndion. Il est question de notre protection de notre identité. C'est ça qu'il est question. Vous savez comment les chefs supérieurs du Vouri Vous savez comment les chefs supérieurs du Vouri fonctionnent? Il y a des éclaireurs qui annoncent leur arrivée. Au point de vue traditionnel. Et quand ils rentrent dans une salle, il y a un protocole qui organise la suite. Subitement, vous donnez une très grande importance donc au chef traditionnel. Mais c'est les chefs. Il s'agit d'aller construire une simple porte à Fouman. Non, laissez-moi parler. Il n'a pas voulu quand il s'agit d'aller construire une simple porte à Fouman, vous avez parlé de l'ordre. Merci. On revient. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, ce sera le 20h de Nadine Yambou. Avant cela, une page de pub. Et nous, on se retrouve après le 20h de Nadine Yambou pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief.
Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le débrief du journal, madame, monsieur, toujours en compagnie de Joseph René Mboutouzé, Hilaire Maker Zipan, Edmond Kouyaté et Christian Ndiok Congo. Je commence par vous, Joseph René Mboutouzé. Vous voulez qu'on parle de Saint-Éloi-Bidou un peu? Vous avez quelque chose à dire? Non. Vous voulez pas parler de Saint-Éloi-Bidou? Non, pas du tout. Pourquoi? Enfin, je ne pense pas qu'il soit aussi important pour qu'on prenne autant de temps dans une émission aussi. Non. Donc moi je préfère laisser... Moi je prends les éléments du journal. On a fait le journal. Vous préférez laisser les autres parler? Je préfère laisser les autres parler de Saint-Éloi-Bidou. Ok. Il a Zipan. Vous avez vu, Saint-Éloi-Bidou, il est victime, on a... Vous aussi. Je vote en touche. Vous votez en touche aussi. Edmond Kouyaté. Ce qui arrive à Saint-Éloi-Bidou. Disons que c'est regrettable ce qui lui arrive. À l'entendre parler, ça frise un peu des règlements de compte politiques. Apparemment, il aurait tenu des propos qui n'ont pas plu à ses camarades. Je crois qu'il est encore du RDPC, même s'il est sous le coup d'une sanction. Il aurait tenu des propos qui ne plaisent pas à ses camarades et du coup, il pense que... C'est un rapport avec l'acte de la mairie de la ville de Yaoundé. Saccage de son restaurant, de son lieu, n'est-ce pas, d'activité commerciale serait le fait d'un règlement, n'est-ce pas, de compte politique. Et si c'est le cas, je ne peux pas être péremptoire parce que nous n'avons aucun élément d'enquête qui nous permet, n'est-ce pas, d'être affirmatif et dans l'absolu. Mais je dis, si c'est le cas, c'est regrettable en République. Je crois qu'en République, on devrait pouvoir, n'est-ce pas, exprimer ses idées sans courir le risque de subir des tacles irréguliers, sans subir des représailles outre mesure. Je pense que ce ne serait pas très élégant. J'espère que ce n'est pas le cas, et si c'est le cas, c'est dommage et c'est dommageable. Voilà, Christian Ndiok, Saint-Éloi-Bidou, il est victime de sa liberté de ton. Vous voyez un peu la réaction avec laquelle son camarade du parti a voulu le traiter sur ce plateau. Monsieur Joseph René Mboutouzé a dit la condescendance, le mépris, la méconsidération. En fait, c'est comme ça là, que dans ce parti-là qu'on traite effectivement les militants qui vont à l'encontre du courant religieux, de dire que le vieux papy d'un Vomeka est le seul à même de pouvoir gérer les choses, du moins le vieux et sa clique, et que Saint-Éloi qu'on connaît avec une verve assez ouverte qui demande, n'est-ce pas, de renouveler au sein de ce parti politique, n'est-ce pas, les lits dirigeantes. Il n'est pas surpris, n'est-ce pas, qu'on arrive à ce genre de pratiques. Il faut dire, elles sont un peu routinières, elles sont un peu connues. Voyez-vous, que ce soit nous autres, nos camarades du PCRN, on se sont retrouvés quelquefois enfermés, frappés, ainsi de suite, de par l'élite politique. En ce moment même où je vous parle, au niveau de Kaélé, on a un de nos camarades, c'est-à-dire le coordonnateur de Kaélé, qui subit les mêmes affres d'élite politique, des anciens ministres, sous prétexte qu'on n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'une opposition dans cet environnement-là, ou du moins on ne veut pas voir émerger d'autres personnes. On veut toujours monopoliser, on veut tout centraliser, on a peur effectivement de la concurrence politique, et c'est dommageable d'ailleurs. Voir ce genre de choses, vraiment, c'est extrêmement regrettable si on est dans une perspective effectivement de construction d'une démocratie. Et en démocratie, le principe fondamental est celui de la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Donc vraiment, c'est dommage, ça fait mal de pouvoir voir ce genre de choses. Ok. Voilà, vous avez décidé de botter en touche. Donc je suis avec Edmond Kouyaté, Laurent Koudou-Gbagbo. Non, on va finir avec l'international. Les avocats, aujourd'hui, ils ont raison de continuer à... Ils ne veulent pas lâcher prise, décidément. Ils demandent que les auteurs de ce qui s'est passé au mois de novembre, début novembre, soient identifiés et même sanctionnés. Je crois que vous me donnez l'occasion de me prononcer un peu publiquement sur ce sujet. Oui. Et je ne vais pas passer par 4 chemins pour dire je donne absolument raison aux avocats. Je leur donne absolument raison. Voyez-vous, nous sommes quand même en République. Je dis bien nous sommes en République. Et quand on est dans une République, la particularité d'une République, c'est qu'elle se veut organisée. Et que dans cette organisation,
il y a des personnes qui incarnent un certain nombre de valeurs, de pouvoir et bref, tout ce qui fait fonctionner la République. Alors si à un moment donné, certaines personnes croient que leur rôle est prépondérant par rapport aux autres et que même elles seraient tellement prépondérantes qu'ils peuvent s'arroger, se donner la latitude de piétiner le rôle des autres, moi ça me pose problème. Je pense que le problème des avocats est arrivé à partir du moment où ils estiment que les magistrats, ou alors du moins que les autres auxiliaires, les autres maillons de la justice, de la grande chaîne de la justice, ne respectent plus leur rôle. Et ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Parce qu'il faut le dire. Il faudrait bien que les magistrats comprennent que si ils sont les gardiens des libertés et des droits des citoyens, il y a, n'est-ce pas, un défenseur de ses droits et de ses libertés. Et que si celui-là ne défend pas, lui n'aura rien à garder. C'est de ça dont il est question. Et que celui qui défend tellement bien qu'il arrive à défendre, n'est-ce pas, les droits de ce gardien-là lui-même. Parce qu'il peut arriver que magistrat, on se retrouve, n'est-ce pas, en mal avec la justice. Je dis bien magistrat, c'est arrivé. Et donc, la première des choses, c'est de se retourner vers un avocat. Et même ceux de nos frères gendarmes, policiers, qui se sont, n'est-ce pas, vus jouer, attribuer ce rôle un peu scabreux, d'aller, n'est-ce pas, agresser les princes du palais dans un endroit où c'est sanctuarisé, parce qu'il faut le dire, le palais quand même c'est un sanctuaire pour les avocats. Alors ceux de nos frères policiers et gendarmes qui se sont, n'est-ce pas, donné ce rôle scabreux, ma foi, ils devraient quand même réfléchir quand on leur confie certaines missions. Parce que je connais beaucoup de gendarmes et de policiers qui ont maille à partir avec la justice, et la première personne qui les défend, ce sont les avocats. Et donc je pense que cette histoire est d'autant plus grave que je m'insurge devant le silence coupable de monsieur le ministre de la Justice jusqu'aujourd'hui qui n'est pas sorti. Il faudrait quand même qu'on comprenne que lorsqu'on assume certaines fonctions, c'est des hautes fonctions en République, on ne les assume pas pour soi, on les assume pour la République et pour les citoyens. Il me semble que depuis que cette affaire est arrivée, monsieur le ministre de la Justice a brillé par son silence. Il devrait sortir. Moi, je vois partout où nous sommes allés, quand même, le Cameroun n'est pas un pays à part. Le Cameroun, c'est un pays au même titre que les autres. Quand il y a des problèmes comme ça dans une république, le ministre de la Justice prend parole. Le ministre de la Justice se prononce publiquement, même s'il doit, n'est-ce pas, ne pas condamner fermement ce qui est arrivé, mais au moins qu'ils disent quelque chose, ça peut apaiser. Il me semble également que le délégué général à la Sûreté nationale devrait se prononcer. Il me semble que le secrétaire d'État à la Défense devrait se prononcer. Je pense que de la gendarmerie. À la gendarmerie. Je pense que toutes ces personnes-là auraient pu prendre la parole au moins pour assurer les avocats, au moins pour leur dire que non, il n'y a pas une guerre ouverte contre vous. Il n'y a rien contre vous, c'est peut-être un cas isolé, c'est un incident qui est arrivé, mais rassurez-vous, il n'y a rien contre vous. Mais le fait qu'ils plongent dans ce silence assourdissant, ça laisse croire qu'effectivement, il y a quelque chose qui est échafaudé quelque part et contre, n'est-ce pas, ce corps-là. Et donc, je pense que si aujourd'hui, ils ont gardé cette attitude-là, les avocats, ils ont tout à fait raison. Joseph René Mboutouzé, est-ce que une sortie du ministre d'État Garde des Sceaux, ministre d'État, garde des Sceaux, pourrait calmer les avocats, et même le DGSN, ainsi que le CED, Galaxy Toka? Oui. Est-ce que leur sortie pourrait calmer, comme dit Moukati? Bon, calmer quels avocats? Les avocats qui disent que ça continue. Puisqu'il y a des avocats qui vaguent librement à leurs occupations d'avocats. Et je crois que ceux-là sont les plus nombreux. Bon, il y a d'autres qui font une grève qui... Vous savez, chaque fois que vous décidez de mener une action, il faut toujours vous-même vous fixer les objectifs que vous voulez atteindre à travers cette action-là. Et vous devez évaluer lorsque vous avez commencé pour voir si cette action poursuit vraiment les objectifs fixés à la base. Bon, mais maintenant, ils ont annoncé cette grève-là. Et ça impacte des
problématiques de justice au Cameroun actuellement? Moi, je pense que non. Alors, lorsqu'on a fait cette évaluation et qu'ils constatent d'eux-mêmes que la montagne a accouché d'une souris, ils doivent simplement abandonner. Parce que dans nos palais de justice, il y a des avocats là-bas qui défendent des Camerounais qui en ont besoin. Alors, je ne vois pas pourquoi tout un ministre de la République va se lever pour venir intervenir sur des problématiques qui concernent des avocats qui ont eu des problèmes de mœurs, c'est-à-dire qui ont escroqué leurs clients, ils ont pris de l'argent en marge de leur métier d'avocat, ils ont torpillé leurs propres clients en salissant l'image de la justice camerounaise. Ces gens-là sont, j'espère qu'ils sont, ils sont encore même. Parce que moi, je pense que... Vous espérez qu'ils vous regardent? C'est ce que vous voulez demander? Ces gens-là méritaient d'aller d'abord faire un tour en prison parce que après ça leur lave un peu le cerveau et ils peuvent revenir comme des avocats normaux dont la République a besoin. Parce que moi, je ne vois pas pourquoi des gens sont dans, comme on dit souvent au quartier, dans l'indemne. Ils sont dans l'indemne. Et ils veulent se faire entendre d'avoir raison. Ils ont pris l'argent aux clients en disant qu'ils vont aller corrompre un juge. C'est ça qui est la vérité. Donc toute l'agitation qui est faite là, et le reste des avocats qui ont crié des menaces de clous à l'ordre public au palais du Sud de Bonanjo, la police était dans leur rôle de les disperser. Était dans leur rôle de les disperser. Alors quand est-ce qu'un policier qui va dans une mission de maintien de l'ordre, en quoi il est coupable? En quoi il est coupable? Voilà. Est-ce qu'ils ont eu de la résistance avant de monter un peu en force? Parce que leur objectif était de faire partie ces avocats de cette salle, parce qu'ils étaient en train de menacer l'ordre public. Et je pense que les laisser partir était déjà suffisamment conciliant, était déjà suffisamment... Donc pour vous, tous les avocats devaient être interpellés à Bonanjo? Tous ceux qui étaient dans la salle et qui ont créé de la résistance, qui ont tenté... Oui, ils ont créé de la résistance. En faisant quoi? Oui, parce que je suppose que d'abord, le juge avait à prononcer son jugement. Ah, vous supposez? Puisque le juge était à partie. Oui. Le juge avait à prononcer son jugement. Oui. Voilà. Et ces avocats, dans un premier temps, ils ont pensé qu'ils pouvaient empêcher qu'on ramène ces avocats vers eux à la prison de Newbel. Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes avocat, penser que vous pouvez vous opposer à une décision qui a été prise par le juge. Et dans ces conditions, ayant créé cette résistance, ayant occasionné donc tout ce trouble qui s'en est suivi après, tous ces avocats devaient normalement être interpellés. Tous ces avocats devaient normalement être interpellés. Mais comme nous sommes dans une république de tolérance, parce que nous avions la chance que dans ces républiques, il y a un chef suprême qui est suffisamment tolérant, c'est pour cela que des gens peuvent penser qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Okay. Mais il arrivera bien un jour que un apôtre de la paix ne soit plus à la tête de la République du Cameroun. Okay. Et je pense que ces genres de comportements seront vraiment traités à leur juste valeur, et je pense que les Camerounais pourront vraiment comprendre quel était même le sens de la paix. Okay. Quand Paul Biya en parle à chaque fois. Voilà, Christian Djokobo, les avocats ont été libérés, mais ils continuent de réclamer que ces personnes-là qui accusent d'avoir les auteurs des violences soient interpellés, soient identifiés, c'est le terme qu'on utilise, identifiés et sanctionnés. Bien sûr, je voudrais avoir 2 ou 3 grilles de lecture. Ouais. La première grille de lecture, éventuellement, le modeste juge que je suis dans une autre vie, est défenseur des droits de l'homme, naturellement. Parce qu'il faut le dire, les avocats ici qui en assurent une fonction ô combien importante au sein de la société, une fonction extrêmement baronique. On n'a pas le droit de traiter les avocats de cette façon, comme on a vu. On doit respecter, n'est-ce pas, les droits de ces avocats. Effectivement, le code de procédure pénale, il me semble clair, la disposition, peut-être je l'oublie, les avocats ont au moins 2 domiciles.
quand même, en tant que domicile professionnel et leur domicile. Pour une cause aussi minime comme celle-là, ce n'était pas de la façon dont cela devait être traité. Maintenant, la deuxième grille de lecture que je voudrais avoir effectivement est celle de l'image que renvoie ce barreau en lui-même aujourd'hui. Nul n'est besoin de vous dire que ce barreau aujourd'hui est extrêmement controversé, parce que extrêmement politisé aussi. Il faut le dire, c'est l'une des images qu'on a de ce barreau qui peut-être devrait sortir de cette politisation accrue qui tend à se prendre, qui fait donc que cela semble prendre un autre aspect, il est un peu plus dilué. Et la troisième grille de lecture effectivement que je voudrais avoir est celle de, du positionnement de ces avocats. C'est-à-dire les avocats doivent rester dans le rôle de la société civile, donc de défenseur des droits qui est le leur, donc protéger, n'est-ce pas, les citoyens, et non ce que l'on a généralement constaté, que c'est que ces avocats eux-mêmes, faisant partie du grand champ de la justice, qui est le premier maillon de la corruption au Cameroun, c'est que l'on constate que des clients traduisent davantage, moi-même je n'ai pas échappé à ça, on traduit davantage des clients, des avocats en justice parce qu'ils ont estorqué leurs clients. On voit des avocats davantage, au lieu de défendre effectivement les causes des favoris, qui prennent parfois des 60%, 80% en rétribution. Bref, ceux-ci doivent se renouveler au sein de la corporation, que cette corporation soit celle-là qui nous a fait rêver, soit celle-là qui défend davantage les droits des laissés pour compte, mais pas cette corporation qui est dans un positionnement politique, je vous l'ai dit davantage, mais aussi qui a une image qui semble aujourd'hui rébarbative. C'est dommage, le barreau devrait être ce barreau qui défend nos droits. Quand vous voyez un peu... Vous parlez là de toute la corporation ou bien de quelques éléments? Je parle de toute la corporation en réalité. C'est vrai que quand on a... Donc tout est noir chez les avocats? Non, je ne l'ai pas dit. Je l'ai dit, oui. Il y a des éléments qui permettent de noircir toute la corporation. Je l'ai dit, PSU ici comme baronique au départ, qui aujourd'hui, avec des éléments comme la politisation que cela a pris, avec des éléments comme la corruption qui ont intégré, n'est-ce pas, la corporation, aujourd'hui, cela les ramène un peu dans la posture du citoyen lambda. Je vous avoue que j'ai vu des gens, quand tu leur dis va voir les avocats, ils te disent il ne va rien faire. Mieux, je ne vais pas voir l'avocat. Mieux, je me défends moi-même. Pour dire, il y a une certaine crainte déjà. Et pour nous autres qui sommes passés un peu par les facultés sciences juridiques et politiques, nous, l'image qu'on a de l'avocat, voyez-vous, c'est pas celle-là. L'avocat doit être au-dessus, n'est-ce pas, de la mêlée. Et pour ce genre de problématiques qui ont été fondées, parce que ce qui amène quand même ces avocats là-bas, c'est un problème de corruption, entre guillemets. Je veux dire, la cause du blocus des avocats en ce moment est un peu ternie par ça. Si on avait au moins abusé un peu des droits des avocats, mais on parle de quoi? Quelle est la cause au départ? C'est un problème supposé de corruption. Je parle de problème supposé de corruption. Oui. Donc, et qui corrompt, en l'espèce ici, c'est les avocats. Voyez-vous, et défendre un peu ça, c'est donner une prime en réalité à la corruption. Or, c'est celui qui devrait naturellement défendre les droits des clients. Donc vraiment, que cette profession se renouvelle, que cette profession extirpe en son sein la politisation qui est de plus en plus accrue, mais davantage les brebis galeuses qui ont trouvé place en ce moment. Hilaire Zipan, pas d'audience criminelle et même électorale. On sait ce qui va se passer le 6 octobre. Est-ce qu'il ne faut pas rapidement, dans l'urgence, faire quelque chose, comme proposait Edmond Kouyaté, sortie du garde des Sceaux? Non, je pense que... Est-ce qu'on doit laisser la situation telle qu'elle est aujourd'hui? On ne doit pas affronter une situation pareille avec beaucoup de la passion ou avec beaucoup de légèreté. Je ne sais pas si c'était la passion ou si c'était pas de légèreté. J'ai suivi tout à l'heure... Joseph René. Il ne faut pas sortir les événements de son contexte, sinon on n'arrive pas à l'apprécier. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour? Il s'est agi qu'on a reproché à des avocats d'avoir tenté une corruption vis-à-vis des juges. Il s'est agi que les avocats ont estimé, en tort, à vrai ou à raison, que le jugement était excessif, complètement excessif. Et donc, ils ont trouvé une forme de manifestation. Et l'expression du lieu du travail de l'avocat, c'est le prétoire. C'est là où il exerce. Et je pense qu'il y a tout un code pour ceux qui y vont. Quand vous êtes justiciable, quel que soit votre grade devant le juge, vous enlevez votre chapeau. Fût-il chef
vous enlevez votre chapelet. Moi, j'ai été là-bas. Même des chefs de premier degré enlèvent leur chapelet. Deuxième élément, il y a tout un code pour les avocats qui y exercent. Ils ne rentrent pas sans saluer la cour et ils ne sortent pas sans autoriser cette salutation. Et tout ce rituel concourt à ce que le droit soit dit. Dès qu'il y a la manifestation de trouble à l'ordre public insinuée par celui qui est auxiliaire de justice, qui est le policier, c'est extrêmement grave, monsieur. Non, mais ce n'est pas le policier. C'est un policier. Ils sont allés faire leur job de faire évacuer les avocats dans la salle. Il fallait un mandat. Vous Il n'était pas dans un lieu qui est un milieu public. Vous croyez que sont levés de leur commissariat? Monsieur, j'essaie de poser le problème dans le fond pour que nous ayons de poser le problème. C'est pas parce que le RDPC au pouvoir, il partira. Et il faudra que ce sont les policiers du RDPC, ce sont les policiers de la République. Mais c'est ce que j'ai dit, parce que tu as dit tout à l'heure que pour qu'on change, il faudra que nous partons et les autres vont changer. Vous avez dit ça dans votre phrase. Vous avez dit qu'il faudra qu'on change pour que les autres s'installent pour faire la République. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Vous avez dit que vous n'avez quoi? pas compris. Vous avez dit que quoi? Oui, j'ai dit que maintenant, il y a une tolérance excessive. D'abord, c'est caractériel au Cameroun, non pas tout de tolérance. Et quand donc celui-là partira. Et je vous dis que ce que vous trouvez comme des abus aujourd'hui relève de la tolérance, de la recherche de la paix. Parce que si on avait un président au Cameroun qui n'était pas tolérant, ça veut dire qu'il partira. Ce genre de choses. Ça veut dire qu'il partira. Merci les téléspectateurs. Mais bien sûr, il partira. Alors donc, je dis donc, je suis dans la construction de ces sociétés exemplaires. Comme dit, pour emprunter un de vos camarades qui a l'habitude de dire, la société exemplaire. Et en cela, il ne faut pas sortir les éléments de son contexte. C'est ça qui trouble la capacité des uns et des autres à comprendre. Ils ont l'impression qu'on bavarde tous les soirs. Non. Il y a un sens pédagogique dans la démarche et dans le raisonnement que nous essayons de faire ici tous les soirs. Donc, à partir de ce moment, donc, qu'est-ce qui s'est agi? Alors, M. Boutouzé, je fais une digression rapidement pour conclure sur ce point-là. Pourquoi a-t-on décidé de libérer alors ces avocats-là maintenant? Au-delà de la peine telle qu'elle a été établie. Parce que, à un moment ou à un autre, il a fallu apaiser la société. Et la démarche des avocats est tout à fait fondée en cela. Et maintenant, c'est tout à fait regrettable que cette société, que les avocats disent que tout ce qui est dans le débat criminel, qu'on puisse pas savoir. Vous savez combien les délais on fixe pour quelqu'un qui est complètement en prison et qui sait que tel jour il ira devant se défendre et qu'on lui dit que c'est renvoyé à une date où on ne sait pas trop bien. Non, vous savez dans quel état se trouve la date était annoncée. Vous savez, il est inzipant. Je suis obligé de prendre un peu la parole parce que fondamentalement, vous allez dire la même chose. Vous allez dire la même chose, donc on va un peu rétablir l'équilibre. Je voudrais dire que je rejoins minimalement M. Ndjok quand il dit que les avocats là sont politisés. Et c'est des avocats... Mais vous êtes à la fin de la conclusion de mon propos, c'était mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Si vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin d'aller là-dedans. Non, je n'ai pas besoin d'aller là dans la politisation. Je veux d'abord établir les faits tels que ça s'est déroulé. Une fois qu'on a décidé de les rétablir, c'est qu'on va apaiser les événements. La deuxième chose, il est regrettable qu'ils ne puissent pas reprendre leur travail. Parce que nul ne peut remplacer au pied levé ses avocats. Une société de justice ne peut se faire qu'avec les avocats. Parce que c'est les avocats qui permettent au juge de comprendre un dossier dans la plaidoirie du pour et du contre. À partir de ce moment, c'est un maillon très important. Alors, vous dites, il y a certains qui travaillent. Non. Il n'y a pas certains qui travaillent. Non. Il ne faut pas dire ça, c'est sûr. Sinon, on ne se déplorera pas. Sinon, M. Keté ne dirait pas que le silence assourdissant des gardes des Sceaux, qui est juge, en fait, des libertés, y compris même de ce qui est du ressort du procureur, ne puisse pas être établi. Parce que c'est le procureur qui, en lui, a privé ses avocats de la liberté. Et leur patron, naturellement, c'est le garde des Sceaux. Alors il ne faut pas, parce qu'on est sur une télévision, fait croire à celui qui écoute, donnez-lui un peu la pédagogie pour qu'il comprenne. Tout le monde n'est pas juriste, mais comprenons-nous que à l'heure actuelle, la manière où les choses, enfin je conclus, la manière où les choses se déroulent n'est pas de nature à apporter la sérénité dans ce corps. On ne dit pas qu'il n'y a pas de brebis galeuses, mais le corps qui s'est assuji de venir faire irruption au prétoire pour poser les actes, c'est un corps auxiliaire à celui de la justice. Il a fallu un mandat réquisitoire venant du juge pour poser l'acte. Donc ils ont pris ça sur eux d'estimer que c'est le trouble à l'ordre public. Le fondement même du trouble à l'ordre public dans les dispositions légales ne semble pas concerner le tribunal. Oui, je vais rapidement. Ne semble pas concerner le tribunal. Il n'y a aucune disposition qui semble concerner le tribunal. Et là, vous gardez la parole rapidement. Il nous reste 2 minutes. Laurent Koudou Gbagbo qui a enfin un passeport qui suppose qu'il pourra rentrer en Côte d'Ivoire. Bon, mais je pense que dans le calendrier politique du président Ouattara, maintenant qu'il a réussi au forcer pour obtenir son mandat,
malgré les 10-15% qui ont élu pour lui, il va sans dire qu'il va essayer d'apaiser. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin certainement de cette apaisement. Il a tenté déjà avec le président Konan Bédié. Oui. Et je pense que le fait qu'il a quitté son palais présidentiel pour aller à l'hôtel du Golfe, qui semblait être le lieu où ils se sont alliés pour enlever Gbagbo, pour rencontrer, indiquait à suffisance qu'il était tout à fait affaibli. Maintenant qu'il remet à Gbagbo son passeport, cela veut dire qu'on s'attend dorénavant à la Côte d'Ivoire à une grande rencontre tripartite entre le président Ouattara, le président Konan Bédié et le président Bédié. C'est à l'issue de cette rencontre-là que certainement les positions vont apaiser parce que les adversaires de ces camps-là indiquent que le président Ouattara n'avait pas besoin d'aide. Et certainement, à ce président-là, à ces ex-présidents, il apportera la caution du délai du départ de la présidence et les conditions dans lesquelles il devra donc transférer le pouvoir. Peut-être dans la fin de son mandat, peut-être en cours de mandat, mais ça reste une négociation politique. Mais toujours est-il que attendons-nous à une rencontre entre Gbagbo, Konan Bédié et naturellement le président Ouattara. Pour Laurent Koudou-Gbagbo lui-même, c'est un acte d'apaisement. Joseph René Boutouzé. Oui, qui mieux que lui peut qualifier cet acte-là? S'il a dit que c'est un acte d'apaisement, c'est un acte d'apaisement. Moi, j'en prends... qu'il a tout oublié. Oui, j'en prends acte. Pourquoi vous voulez que j'aille encore interroger aux profondeurs de M. Laurent Gbagbo? Lui-même, il a dit que c'est un acte d'apaisement. Il faut que nous nous en tenons à ça pour le moment. Oui. Bon, maintenant, je ne sais pas si rapidement je peux encore... Non. Vous voulez aller à Fumban encore? Non, glisser un peu deux mots. Sur les avocats? Non, oui. non. Les avocats ne sont pas là. Vous avez assez parlé d'eux, c'est bon. Vous voulez encore glisser un mot? Non. Ils ne sont pas là. Vous allez organiser un autre. Ils vous regardent en ce moment, ils vont vous répondre. Joseph René. Bon, Christian Diok, comment vous accueillez cet acte du président Ouattara? C'est une bonne nouvelle. Voyez-vous, même si elle arrive tard, elle aurait pu arriver un peu plus tôt, cette nouvelle. Tout ce qui contribue... L'essentiel, c'est que ce soit arrivé, non? Non, parce que là, ça déconstruit le jeu. Oui. Ça aurait pu être un peu bien plus avant et ça devait reconfigurer les cartes. Et le président Laurent Koudou-Gbagbo est un acteur majeur dans le paysage politico-ivoirien. À ça, on va ajouter d'autres figures. Donc, le président Bédié, comment ça s'appelle? Konan Bédié. Bédié, je voulais citer les deux plus jeunes, Soro et Blé Goudé. Ce sont des images, ce sont des symboles de la politique ivoirienne. Nous, en tant que réconciliateurs, voyez-vous, nous on souhaiterait revoir, n'est-ce pas, tous ces gens sur une même table, échanger, quitte à ce que la politique ivoirienne puisse, n'est-ce pas, s'opérer dans le cadre conventionnel, légal, parce qu'il y a eu trop de morts, vraiment trop de morts qu'il n'en fallait. Et à un moment donné, il faut mettre un terme à ça pour pouvoir évoluer. Et je souscris entièrement, n'est-ce pas, aux éléments qu'a énuméré ici Ilaizi Pan, pour dire on tend vers là, mais tout au moins avoir ce passeport. Et tout va se dessiner, forcément avec le retour de Gbagbo à Abidjan. À son arrivée, forcément, la mobilisation qu'il y aura va nous donner le temps de ce qui va se passer par la suite. Parce que voyez-vous, on ne peut pas laisser, on ne peut pas dire en un mot que la chose est terminée, parce qu'avoir fait la prison, avoir perdu autant de morts qu'ils ont eu, tout ne se passera pas. Tout au moins, peut-être avec le départ précipité du président Ouattara, la chose pourra se calmer. Départ précipité? C'est-à-dire quoi? Oui, c'est-à-dire écouter un peu son mandat qu'il a eu au forceps. Non, c'est Clio qui doit écouter parce qu'il a eu... Non, c'est vous appelez quoi, forceps? C'est vous qui convoquez généralement ici la notion de légitimité. Quand un président... Il a été élu, le président. Non, il est légitime, c'est un président légitime. Oui, mais non, l'argument que soulève... Non, c'est un argument très présent. Vous vous souvenez que lorsque le président Gbagbo a été élu, l'argument qui fondait la démarche politique de contestation de Ouattara, c'est qu'il a été élu par moins de 20% de la population. Mais il est resté président. Permettez que je rappelle les faits. Pourquoi vous voulez quitter les faits? Je dis bien que lorsque le président... Vous prenez toujours beaucoup de temps pour rappeler les faits. Mais bien sûr, c'est normal, c'est ça qui construit la pensée. C'est ça qui construit la pensée. On va terminer avec Edmond. On ne construit pas sur les Hasbrook. Allons, ça se construit sur la pensée. Ok, Edmond Kouyaté. Laurent Koudou-Gbagbo, bientôt en Côte d'Ivoire. Non, je pense que la remise des deux passeports, on lui en a remis deux. Oui. Hein. Un passeport ordinaire et un passeport diplomatique. Montre qu'il a repris toute sa place. C'est un non-événement. Un non-événement, carrément pour vous. La remise du passeport, c'est un non-événement. Par contre, ce qui est événement là-dedans, c'est qu'au moins le pouvoir d'Abidjan
démontre par là qu'il est prêt à accueillir Laurent Gbagbo parce que, avec ou sans ses passeports, Laurent Gbagbo, d'ailleurs, il a dit lors de sa sortie récente, il aurait pu rentrer en Côte d'Ivoire. Il n'attendait pas ça forcément pour rentrer en Côte d'Ivoire. Il avait besoin de plus d'assurance parce qu'il a dit dernièrement lors de sa sortie qu'il n'avait pas besoin de rentrer pour qu'un coup on lui dise que les gendarmes ont encerclé sa maison, la foule est là. Donc il ne voulait pas toutes ces émeutes-là, toutes ces oppositions, ces antagonismes avec le pouvoir d'Abidjan. Et donc je dis l'événement qu'il y a dans la remise de ces passeports-là, c'est au moins que le pouvoir d'Abidjan est prêt à l'accueillir. Même s'ils ont voulu organiser ça, même si le pouvoir d'Abidjan a organisé ça à sa façon, en faisant un peu de la récupération politique, parce qu'aujourd'hui, avec toute la pression qu'il y a sur le pouvoir d'Abidjan, éventuellement qu'ils ont besoin ils ont besoin de quelques bouffées d'oxygène pour respirer un peu, évidemment. Je vais dire, donner des gages au président Laurent Gbagbo, c'est également apaiser son camp, et on sait très bien qu'aujourd'hui le poids politique de Gbagbo en Côte d'Ivoire est très énorme, et donc si au moins ses partisans, si les pro-Gbagbo ont cette certitude que ça va, il peut rentrer, il peut revenir, je pense que ça peut apaiser un peu le climat, ça peut redonner un peu, je vais dire, voilà. Donc certainement sur la table, il y aura la libération d'Afingessant qui va être l'un des sujets. Oui, parce qu'il y a une dictature reptilienne, qui s'est installée aujourd'hui à Abidjan, avec des interpellations, je vais dire, tout azimut, on interpelle tout le monde. Il faut être modéré quand vous parlez d'un pays. Non, j'assume mes propos, Monsieur Mboutouzé, j'assume mes propos, je suis parfois plus dur que ça. Vous n'êtes pas plénipotentiaire. Sur d'autres tribunes, je suis plus dur que ça. Je ne dis même presque rien là, et j'assume mes propos. Même le pouvoir d'Abidjan sait que je parle comme ça quand je parle de ce pouvoir-là. Et donc, permettez, s'il vous plaît, ils auront le temps de me répondre s'ils en trouvent la peine. Okay. Ils auront le temps de me répondre. Il fait la police. Merci. Rapidement, le seul candidat sur ce plateau, c'est Christian Djokongo. Voilà, dans 2 jours, c'est les face aux conseillers municipaux qui doivent choisir dans le camp. Effectivement, c'est Alain, merci pour l'occasion que vous nous offrez de dire un mot à ces électeurs en leur disant effectivement que, chers grands électeurs, nous avons là une occasion historique, un moyen symbolique de sortir de la torpeur, de l'obscurantisme, mais du gantérisme politique que, n'est-ce pas, a vécu le département du CAM depuis, n'est-ce pas, une trentaine d'années. Nous avons l'occasion là de sanctionner l'élite prédatrice. Cette élite qui a tué... Les problèmes d'une CAM, c'est depuis une trentaine d'années. Je veux dire, depuis l'avènement de ce gouvernement, voyez-vous. Avant, c'était bien. Avant. On avait tout au moins la route qui y allait. C'était au moins une zone carrefour. Oui. Mais avec l'avènement de ce gouvernement moribond de Yaoundé et de son élite, qui, n'est-ce pas, un discours populiste qui s'agresse. Non, mais attends, je ne peux pas laisser. Il tient un discours populiste qui s'agresse au conseil municipal du RDPC. Est-ce que vous agressez ici aux populations du camp? Vous agressez là au conseil municipal du RDPC. Arrêtez ce discours populiste, ça ne va pas passer. Nos conseillers vont voter le RDPC. Point final. Et nous savons RDPC qui a dit sur ce plateau. Ah non, voilà. Donc arrêtez. Bon, laissez-moi non parler. Vous n'êtes pas arrêter. Oui, rapidement. Effectivement, je voulais il a fait tomber la casquette. Non. Je voulais effectivement dire. C'était pas un manager là, c'était un militant du RDPC. À ces grands conseillers, voyez-vous, en ce moment, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, le CAM est coupé des autres départements de la région du littoral. On ne peut pas passer par l'ouest, on ne peut pas passer non plus pour aller vers le centre, par d'ambiance. Il est quasiment coupé. On ne sait pas comment les grands électeurs feront pour venir voter, mais nous on a fait des kilomètres, on est entré dans l'eau, on a marché pour rencontrer ceux-ci. On leur demande, comme on s'est dit, effectivement, venez sanctionner cette élite-là, venez faire le choix du développement d'une CAM pour une fois. Nous avons un projet de société que nous avons développé, lui qui s'inscrit dans le grand projet pour un Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Nous avons proposé assez d'éléments, notamment la question de la réconciliation, parce que le CAM est le seul département qui a à peine 41 000 populations qui est le deuxième grand département de la région du littoral, avec plus de 300 000 populations en dehors de son territoire. Donc nous avons choisi de faire avec cette diaspora, de construire, n'est-ce pas, un pont avec celle-ci et de pouvoir installer quelque chose de nouveau afin qu'on sorte définitivement dans cette situation chrysogène qu'on vit. Donc n'ayez pas peur, faites le choix audacieux
votez pour le bulletin gris, votez pour le Parti Cameroun pour la réconciliation nationale. Merci, c'est merci. voter pour le développement d'une Cameroun. C'est des conseillers municipaux. Merci. Ce sont des conseillers Vous l'avez déjà dit, hein, nouvellement élus en 2020. Ils n'ont même pas encore fait un an dans leur... Merci. Voyez, Merci. Comme conseiller de leur parti. Merci. Et Merci. vous venez On leur arrive au terme tenir de à la l'émission. télévision un Merci discours pour populiste. Ça ne Merci, passera pas. Hilaire Zipan. On ne peut pas Merci aller à être vous. candidat Merci. sans avoir des lecteurs, monsieur. Merci Edmond Katé, Benjamin. merci Ça Christian ne marchera Corcoran, pas. bonne chance à vous. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition et qu'il en soit, on se retrouve très bientôt sur ce plateau. Bonsoir, Lunkam. Ça ne marchera pas, Job.